S'intéresse aux élections législatives qui devraient se tenir le 27 décembre prochain. Jeudi, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly, a clarifié les règles du jeu, conditions d'éligibilité, impossibilité de réviser la liste électorale et assurance sur l'indépendance des législatives par rapport aux présidentielles. Je vous propose de voir ce sujet de la rédaction, messieurs, et on en parle juste après. Partis politiques, potentiels candidats, tous étaient présents à la rencontre d'échanges et d'informations de la commission électorale indépendante. Au menu des discussions, la prochaine élection législative, prévue le 27 décembre prochain, selon Ibrahim Koulibaly. La commission électorale indépendante propose au gouvernement la date du 27 décembre 2025 pour l'organisation des prochaines élections législatives. Tout a été planifié de façon à faire débuter le dépôt des dossiers de candidature après la proclamation solennelle des résultats provisoires. Ce faisant, la CEI pourra se consacrer ensuite entièrement à l'organisation des élections législatives du 27 décembre 2025. Les conditions de cette élection législative, le délai entre celle-ci et l'élection présidentielle, le découpage électoral et bien sûr la question de la révision de la liste électorale sont autant de sujets abordés. Le mot utilisé par le président CEI, c'est qu'il est dans l'impossibilité que cette révision de la liste électorale se fasse cette année. Et à notre plus grande déception, parce que nous pensons qu'il y a quand même de nombreux Ivoiriens qui attendent aux portes de cette liste électorale-là afin de pouvoir participer aux différentes élections. Nous, on milite aujourd'hui pour un découpage électoral. Alors, il faut augmenter le nombre de députés dans toutes les circonscriptions de Côte d'Ivoire, sans exception où il y a un seul député. Parce que la chose parlementaire demande encore plus de députés dans certaines localités. Nous nous y attendions parce que nous savons que c'est une date constitutionnelle. Alors, nous allons donc nous concentrer sur ces personnes déjà inscrites et aller à cette élection. Sinon, l'idéal aurait été véritablement la révision de la liste électorale avant les élections législatives. Pour nous, la RE ne cause pas de problème, la date ne cause pas de problème, les élections ne causent pas de problème, sauf que nous demandons à l'administration, à l'exécutif, pour les élections à venir, de faire un effort pour pouvoir permettre un nouveau découpage administratif. Je pense qu'il pourra y avoir un chevauchement. Parce que c'est juste au lendemain de la proclamation du futur président de la République que nous allons entamer les législatives. Ibrahim Koulibaly a annoncé que les dépôts de candidatures pour ces élections législatives débuteront juste après la proclamation solennelle des élections présidentielles. Il invite par ailleurs les partis politiques et candidats désireux à cet effet de se conformer aux différentes conditions disponibles à la commission électorale indépendante. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre en direct sur NCI, sur nos pages, sur nos canaux, sur les réseaux sociaux. Et également de nous suivre sur Radio Nostalgie. Merci, messieurs. Vous venez d'entendre les propos du président de la commission électorale indépendante, le président de la CEI qui s'est livré à un grand oral au cours duquel il a passé en revue tous les sujets concernant notamment les élections législatives à venir, et certaines questions l'ont obligé à se prononcer notamment sur la présidentielle, sur le chronogramme. Tout de suite, entrée de jeu, analyse, réaction, docteur Kamenan. Oui, monsieur Garasouba, je note que il y a le président de la commission électorale indépendante qui est dans son mandat. Donc il y a déjà trois logiques qui apparaissent. La première, c'est la logique que j'appelle l'accomplissement de son mandat. Et l'information qu'il a donnée, il dit compte tenu des impératifs constitutionnels et la nécessité d'entrer au Parlement avec le nouveau élu, il fait la proposition du 27 décembre pour l'organisation des législatives. Et dans l'accomplissement de ce mandat, il invite toutes les parties prenantes, que ce soit l'organisation de la société civile, les acteurs, les candidats aux différentes élections, à se prononcer et à intervenir. Donc c'est dans son calendrier qu'il agit. Et l'autre logique qui intervient aussi, c'est la logique de soutien. C'est-à-dire qu'en agissant de cette sorte-là, il reçoit le soutien des partis politiques et il reçoit le soutien d'une catégorie de la population. Et une autre logique qui se démarque, c'est une logique de contestation. Voilà, puisque dans le champ politique, exister socialement, c'est non seulement exister en face de soi, mais aussi c'est exister contre soi. Donc, dans cette dynamique-là, il y a des logiques de contestation qui se positionnent. Donc, nous, ce qui apparaît d'entrée de jeu, c'est que le processus électoral, dans sa forme
non seulement suscite des tensions, mais en même temps, on observe que le discours du président de la CEI sur la révision électorale a évolué. Dans le premier temps, lorsqu'il y avait des contestations, il soulignait qu'il y avait cette possibilité-là de faire la révision avant la liste, avant la fin de l'année. Mais aujourd'hui, il propose que il affirme que c'est impossible même de le faire. Donc, entre le discours qui alimentait l'espérance et entre la possibilité de ne plus faire, je note que ça pourrait susciter des tensions et fragiliser le processus même de la présidentielle, qui est une élection qui, à notre sens, est la mère de toutes les élections. Donc, on pourra revenir sur certains points. Bien sûr, bien sûr. Guillaume Bateau? Oui, je crois que moi j'étais à cette rencontre. Faut-il rappeler le contexte de cette rencontre? La commission électorale indépendante a invité à convier tous les partis politiques ou personnalités désireuses de se porter candidates, s'il vous plaît, aux élections législatives, de venir à cette rencontre d'information. Guillaume Bateau y était. En quelle qualité? En qualité de potentiel candidat. Ah d'accord, très bien. Dites-nous tout. Parce que, comme vous l'avez dit, M. Jansouba, ces échanges étaient ouverts aux partis politiques, à la société civile, et également aux médias, mais également aux potentiels candidats, pour s'informer sur le processus. Et je crois que pendant pratiquement près de 3 heures, le président Cubier nous a expliqué sur la question donc, de l'impossibilité d'organiser une RLE compte tenu des contraintes constitutionnelles. Il a rappelé que la constitution de 2000 déjà, mais reprise par celle de 2016, intimait, obligeait, mettait fin au mandat du Parlement actuel au 31 décembre 2025 et fixait la rentrée parlementaire pour le nouveau Parlement au 19 janvier 2026. Ce qui obligeait la Commission à organiser les élections pour les nouveaux députés avant la date butoir constitutionnelle du 31 décembre 2025. Donc la Commission, dans ses prérogatives, a proposé au gouvernement que ces élections se tiennent le 27 décembre. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il a tenu effectivement à rassurer qu'il n'y avait pas de chevauchement et que ce sont des dates constitutionnelles qui étaient prévues et que les députés eux-mêmes le savaient déjà, et qu'en 2021, on avait été obligé de glisser au-delà de la date constitutionnelle compte tenu des événements que nous connaissons tous, à savoir la contestation de la présidentielle 2020, qui avait entraîné malheureusement des morts d'hommes, des destructions, y compris des commissions électorales dans plusieurs localités de notre pays. C'est ce qui avait entraîné, amené la commission à dépasser la date constitutionnelle, mais que ce n'était pas la règle. Cette exception ne devait pas être la règle. Moi, j'ai trouvé un président de la CEI convaincant sur les aspects juridiques. Il a dit que la commission était prête et il a invité tous les potentiels candidats, qu'ils soient membres des partis politiques ou pas, à se préparer pour aller à cette élection. Je pense que quand on regarde aussi l'histoire quand même plus ou moins récente de notre pays, on sait que avant 2000, le cycle électoral se faisait présidentiel octobre, législative novembre et décembre pour les municipales. La constitution de 2000 qui a introduit, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas deux tours pour la présidentielle. Il y avait un seul tour. À partir de 2000, avec l'introduction du deuxième tour, qui nous amène généralement autour de mi-novembre, fin novembre, la constitution de 2000 a fixé la législative juste après, c'est-à-dire en décembre. De telle sorte que nous avons eu des élections législatives en 2011 en décembre, en 2016 en décembre, en 2000 même déjà en décembre. Donc, la date de décembre n'est pas tout à fait nouvelle. C'est vrai que la question de la RLE a été posée, mais moi, sur la question de la RLE, sur ce plateau, j'avais déjà dit, face à l'impossibilité manifeste, matérielle d'organiser une RLE en année électorale, il faut peut-être adapter la loi, c'est-à-dire l'article 6 du code électoral qui est brandi par un certain nombre de nos compatriotes, à raison certainement, mais on se rend compte qu'en année électorale, ça devient compliqué. Donc je crois que, au lieu de s'arc-bouter sur cet article, il faut peut-être proposer, et peut-être quand je serai au Parlement, je vais proposer une proposition de loi. Je vous interdis de faire votre campagne sur ce plateau. Non, c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse. Je suis pas en campagne. Oui, on est d'accord. J'espère que je vais gagner, donc c'est pas... Enfin, je vais gagner, c'est pas une campagne. Et je vous interromps. Bonsoir, Banga. Oui.
je pense que les argumentaires des dates sont assez clairs pour préciser. En 2000, on a eu l'élection le 10 décembre 2000. On a eu l'autre élection le 11 décembre 2011 et en 2016, le 18 décembre 2016. Même quand on a prorogé en mars, même quand on est en 2011, en 2021, on est passé en mars, on est resté quand même dans la Constitution. Parce que l'article 66 est très clair. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Or, donc avant le début de la nouvelle législature, avec la Constitution de 2016, on avait une seule session parlementaire qui commençait en avril et qui s'achevait en décembre. Donc quand vous organisez des élections en mars, constitutionnellement, ça ne change rien parce que la première session, la session unique parlementaire, commence en avril. Voilà pourquoi on les organise en mars, pour rester dans cela. Sauf que depuis 2023, on a une réforme constitutionnelle qui nous a ramené à 2 sessions. Une première session qui s'ouvre en janvier et qui s'achève en juin, et une deuxième session qui s'ouvre en octobre et qui s'achève en décembre. Du coup, donc, si vous devez respecter cela, il faut faire les élections avant la première session qui démarre le 3e lundi du mois de janvier. Or, entre l'élection, les recours qu'on peut avoir et certaines élections peuvent être reprogrammées, il faut rentrer tout ça dans cette période-là. J'ai entendu, donc pour moi, c'est logique. J'ai entendu dire, Ali, d'ailleurs, il faut se questionner sur nos députés. J'ai entendu dire un député, je peux les citer si vous voulez, M. Bredoumi, député, porte-parole du PDCRDA, qui est venu nous dire que cette date est choisie pour empêcher M. Thiam d'être candidat. J'aimerais dire aux militants du PDCI que même si on ouvre RL aujourd'hui, M. Thiam ne peut pas être candidat à l'élection législative. C'est terminé. En 2021, il ne peut pas être candidat. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la loi. Pour être candidat aux élections législatives, il faut être âgé de 25 ans, être ivoirien de naissance. C'est la loi. Il faut avoir résidé. Pourquoi ça le concerne? Il a changé. Il ne faudra jamais renoncer à notre nationalité. Il a déjà fait. Donc il est éliminé. Mais pire encore, il faut avoir résidé de façon continue sur les 5 années qui précèdent la législative. Donc de toute façon, M. Bredoumi doit lire la loi parce que l'article 70, 71 et 72 du code électoral sont très clairs. M. Thiam n'a pas la possibilité d'être candidat à l'élection législative. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste la loi qu'on applique et M. Bredoumi devrait plutôt lire la loi en tant que député plutôt que d'aller dire des choses comme ça sur des chaînes étrangères qui salissent l'image de la Côte d'Ivoire mais pour rien. Donc quand on applique la loi, ça n'a rien à voir avec M. Thiam parce que de toute façon, il a déjà renoncé à sa nationalité. Il n'était pas en Côte d'Ivoire durant les 5 dernières années. Donc M. Thiam ne peut pas être candidat aux prochaines élections législatives. D'accord, très bien. Docteur Deroussimi, comment vous réagissez? Moi j'aime bien en fait cette manière de vouloir appliquer. Moi ce débat-là lui parce qu'il n'y a pas de préparation en amont. Vous voyez au Bénin, ils ont les élections en 2026, ils ont déjà tout le programme. Chez nous, on dit la position dit c'est bien beau, mais on a l'impression que c'est une application de la loi à géométrie variable. Voilà. Ce même code, ou c'est cette même position dont on parle, prévoit aussi une révision annuelle, c'est écrit. Mais quand c'est pour la révision, on trouve un narratif juridique pour venir détourner. Mais quand c'est pour les législatives, les dates sont données, c'est vérifiable. Mais quand la justice semble être appliquée selon les intérêts d'un groupe, c'est ce qui inquiète. Le 16 avril, M. Phibert a dit qu'il aurait une révision à la liste électorale avant la présidentielle, que ce n'était pas de la malice. Le 14 août, il vient raconter autre chose. Bon, il dirige une institution aussi crédible, mais tout ce qui est capital confiance autour de lui va s'éroder. Quelle confiance on peut accorder à un monsieur qui, en pleine année, se dédie? Donc, comme il y a une RLE, bon, certainement que certains juristes nous éclaireront. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on en veut à certains candidats de l'opposition qui pourraient être candidats. Il nous dit que la RLE n'est pas liée à l'élection. Et il continue de dire, est-ce qu'il y a une élection chaque année? Mais cette année, on est en année électorale. Premier élément. Il poursuit pour dire,
pendant sa conférence, sa déclaration, il nous dit le but ou la RLE, c'est pour tenir compte des mutations qui ont lieu au sein du corps électoral. Il cite les nouveaux majeurs, il cite les nouveaux inscrits, il cite ceux qui sont déchus de leurs droits, il cite ceux qui sont décédés. Mais l'article qu'il cite, je pense que c'est l'article 6, plus haut, l'article 6 dit, comment vous appelez ça? La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits tous les électeurs. Voilà. Et l'article 5 dit, on est électeur et la qualité d'électeur est constatée quand on est inscrit sur la liste électorale. Quand on est sur la liste électorale, c'est pour aller voter, c'est pas pour aller regarder un match de football. Donc, vouloir dissocier à tout prix, ça remet en cause sa crédibilité, ça remet en cause l'institution qui dirige. Et nous sommes en année électorale. Les années électorales, généralement, sont des années qui sont des vecteurs d'incertitude et de chaos. Ce n'est pas exagéré de le dire. Ce genre de comportement n'est pas fait pour rassurer les acteurs politiques, ce n'est pas fait pour conforter le crédit de l'institution qu'ils dirigent. C'est ce que je peux dire pour le moment. Très bien, merci beaucoup. Landry Couillon. Merci bien, Ali. Alors, je vais faire l'économie du calendrier constitutionnel afférent à l'organisation du travail parlementaire, notamment l'article 94, si brillamment cité par M. Banga, professeur Banga. Aujourd'hui, vous voyez, il y a deux écoles, deux positions. Il y a ceux qui évoquent la nécessité de l'observance du calendrier constitutionnel, parce que c'est la Constitution. Et il y a d'autres qui se prévalent du code électoral, loi organique, qui donne la possibilité d'organiser la révision de la liste électorale annuellement. Le président de la CEI dit qu'il propose la démarche, elle est inscrite dans la loi ivoirienne parce que ce n'est pas lui qui fixe. Il propose au gouvernement ivoirien lequel décide de l'opportunité d'aller dans son sens ou pas. Donc c'est une proposition. On ne peut donc pas, à date, l'accuser de quoi que ce soit. On ne peut pas. C'est une proposition et elle peut emporter l'avis favorable ou non favorable du gouvernement ivoirien. Il justifie cette proposition, ne serait-ce que par le regard porté sur l'échelle des normes, entre la nécessité d'obéir à la Constitution que nous chérissons tant et dont nous voulons tant l'application, parce que la loi suprême est de pouvoir appliquer une loi qui lui est inférieure. Qu'est-ce que l'on fait? En droit, il y a un adage qui dit la nécessité fait droit. Nécessité fait droit. C'est donc, par rapport au contexte actuel, notamment l'application des dispositions constitutionnelles supérieures à celles de la loi, du code électoral, l'on ne peut pas organiser la révision de la liste électorale. Il s'entend qu'en plus de la nécessité, il y a un ordre juridique qui permet au président de la CEI de formuler cette proposition. Mais à charge pour le gouvernement d'apprécier si cette proposition-là est pertinente ou pas. Donc pour l'heure, il nous faut tout simplement regarder les choses telles qu'elles se présentent à nous et puis attendre la réponse du gouvernement avant de pouvoir trancher ou qualifier les actes des uns et des autres comme étant de bonne ou de mauvaise foi. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire qu'enfin, dans ce pays, l'on est beaucoup plus regardant sur l'application des lois. J'espère que ce n'est pas que lié à l'élection ou à la possibilité pour quelqu'un d'aller et de devenir président de la République. J'espère qu'au-delà de la question électorale, on soit beaucoup plus regardant sur l'application de la loi dans son entièreté, parce qu'il n'y a pas que ça, et il est heureux que nous puissions donc ensemble observer ce qui va pouvoir être décidé par le gouvernement ivoirien. Mais pour l'heure, en plus de la nécessité, il y a un ordre juridique qui permet au président de la CEI d'agir dans ce sens-là. Très bien. Professeur Nobou? Mais
Je voudrais d'abord observer, pas sur le principe de ce que ces élections aient lieu, qu'il y ait les législatives maintenant ou pas. Je retiens seulement que les dernières élections législatives ont eu lieu en 2021. Et dans les principes respectant la norme du quinquennat, on devrait être en mars 2026. Sauf que certainement la Côte d'Ivoire, j'allais dire politique et démocratique, a envie de redescendre sur ses pieds et puis de fixer les choses. Mais quand cela est ainsi, dès l'amorce, au départ, on l'annonce pour que tout le monde soit apprêté. Quand vous dites l'amorce, vous pensez à C'est-à-dire quelle que échéance? depuis février où les débats sur les élections, la RLE a commencé, on ne peut pas faire la RLE, on pourra faire la RLE, on devrait pouvoir annoncer toutes ces choses dans un calendrier bien précis de sorte qu'on débatte de toutes ces choses-là. Je veux dire quoi? Lorsqu'il s'agit de la révision de la liste électorale, on n'est plus du tout précis pour dire la loi c'est la loi, il faut l'appliquer, une révision par an. Mais lorsqu'il s'agit des élections, là, maintenant, on dit qu'il faut le faire maintenant. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, mais mon principe à moi, c'est qu'il faut qu'on applique la loi dans sa rigueur et dans son entièreté. Et je suis heureux qu'on veuille appliquer la loi, mais ne l'applique pas. Il ne faudrait pas qu'on l'applique, j'allais dire, à demi-mesure. Il faut que ce soit fait entièrement. J'ai écouté le narratif du président de la CEI. J'ai entendu, comme tout le monde, j'ai vu ce qui a été dit. Sauf que je me dis, si tant est qu'on peut appliquer la loi en ce moment, il faut l'appliquer de façon totale et pour toutes les choses, il faut les respecter. Comme le disait un jour quelqu'un ici, mais on ne peut pas condamner des gens et puis ils vont être assis à la maison. Il faut qu'ils aillent aussi en prison. Il faut que toutes ces choses soient faites pour qu'on puisse respecter la norme, mais on n'applique pas une loi parce qu'on a envie de l'appliquer. Et de deux, je voulais poser une question. J'ai l'impression que M. Cuillier court à quelque chose. C'est-à-dire je constate qu'il y avait son mandat, normalement, devrait prendre fin. J'ai la date dans le mois de septembre. Dans le mois de septembre. Mais en même temps, il y a un texte de la, je sais pas, du code électoral qui lui permet, en année électorale, de pouvoir y être. C'est-à-dire qu'on est d'accord à appliquer une telle mesure, mais quand il s'agit d'appliquer une autre mesure, on ne l'applique pas. Je souhaite qu'on puisse appliquer toutes les mesures qui permettent à tout le monde d'être à l'aise. Vous avez le sentiment qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans l'application des textes du code électoral, c'est ce que vous dites? Même dans la lecture des éléments constitutionnels, c'est-à-dire que je me demande comment nous sommes arrivés à faire les élections en mars en 2021. C'est vrai qu'on me dira, il y a eu les événements du boycott et tout ça, mais je dis, il faut qu'on applique toutes les choses. Et je suis heureux qu'on veuille appliquer la loi. Mais appliquons la loi de façon intégrale et bien et pour tout le monde. Très bien. Guillaume? Oui, au professeur Lopo. D'abord, lui, il a donné la réponse à la fin de cette intervention. On est arrivé en mars 2021, compte tenu des événements d'octobre et de novembre 2020. Et le président de la commission électorale a précisé que plusieurs de ces commissions locales avaient été saccagées et même brûlées. Vous ne pouvez pas organiser une élection législative sur l'ensemble du territoire si plusieurs commissions locales, notamment Yamoussoukro, notamment dans le Moronou, on a vu les éléments à Toumoudi, on ne pouvait pas. Et la loi aussi prévoit qu'en cas de force majeure, on puisse... Donc c'est ça la première réponse. Deuxièmement, je pense que les juristes nous diront, entre la norme constitutionnelle et la loi, on verra... c'est pour ça que je disais, Ali a pensé que j'étais en campagne. Non, j'avais déjà dit ici qu'il faut. Non, moi je me protège, parce que la sécurité de la communication audiovisuelle, je reviens dessus. vous a à l'œil. J'ai juste fait une phrase. Il faut, je crois que ce débat, on l'a eu pendant longtemps. Sur l'année électorale, d'abord le président de la CEI avait fait comprendre que après les expériences de 2020 et 2021, et notamment sur le parrainage en 2020, parce que le parrainage était nouveau, plusieurs séminaires ont eu lieu avec les acteurs politiques de la société civile pour s'accorder qu'on puisse faire la RLE chaque année, exceptionnellement pas en année électorale. Faire en sorte que la RLE de l'année électorale se fasse dans l'année N-1 plus l'année N+1. Et à l'époque, nous avons proposé que si tant est que l'article 6 du code électoral pose problème, il faut le modifier. Il faut le modifier pour l'adapter à la réalité de terrain. Parce que la loi aussi
pourquoi on élit des députés, c'est pour toujours réformer les lois. Et je pense qu'on ne doit pas avoir une position dogmatique. On dit, oui, il a dit ça. Alors, on parle de crédibilité. Bon, on peut faire le débat toute cette nuit. Si on dit des choses aujourd'hui, on peut honnêtement, de bonne foi, dire le contraire demain. Je crois que la question de la crédibilité et de la confiance, et le président Kuibi a même répondu. Il a dit qu'il ne demande pas qu'on ait confiance en lui. Et moi, je suis d'accord avec lui. Ce qu'on lui demande, c'est d'appliquer la loi et de faire son travail conformément aux dispositions légales et en Côte d'Ivoire. Maintenant, que vous avez confiance ou pas, ça c'est votre problème. Professeur nous vous disait qu'au début du processus, on a dû l'annoncer. Mais c'est dans la Constitution depuis 2016. C'est dans la Constitution depuis 2016. Et les députés qui ont été élus en 2021, ils savaient qu'ils avaient perdu 2 mois ou 1 mois et demi, faute à cause des événements de octobre-novembre 2020. Et ils savaient perdre, puisque la Constitution de 2016 et la réforme de 2023 nous ramenaient dans les dispositions constitutionnelles. Donc, c'était connu. C'est vrai que donc on peut vous dire que nul n'est censé ignorer la loi. J'allais dire, les enfants connaissent leur cours, mais on le leur rappelle toujours. Et ça ne coûte rien. Oui, mais on n'a pas l'obligation. C'est l'enseignant qui parle. Oui, bon, l'enseignant, même si on n'est pas à l'école. Mais on a besoin de pédagogie, Guillaume Bateau. Je suis d'accord. Mais je veux dire, pour ceux qui comprennent qu'ici, on n'est pas dans un amphi ou dans une salle de classe. On est d'accord. Voilà. Moi, j'ai juste utilisé cette formule pour dire que la pédagogie est très importante. On a reconnu l'enseignant. Voilà, on reconnaît les enseignants, leur expertise. Mais je veux dire qu'il faut que souvent les enseignants se disent que entre les amphis et la réalité de la vie. Mais Bateau, là n'est pas le débat. Non, je sais. Voilà, Guillaume Bateau, il faut aller plus loin. Là n'est pas le débat du tout. Exactement. Alors je termine. On va faire une fixation sur les enseignants. Mon père était enseignant, je n'ai rien contre les enseignants. Mon père était enseignant, je n'ai rien contre les enseignants. Le mien aussi. Voilà. Donc, je n'ai vraiment rien contre les enseignants. Très bien. Je les aime beaucoup. Pour terminer, je voudrais qu'on arrête de se focaliser sur les individus, les institutions. Je pense que nous avons un défaut en Côte d'Ivoire de chercher à toujours décrédibiliser nos institutions. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable. Il y a une situation à la commission électorale indépendante, M. Kuibi n'est pas seul. Ça aussi, on fait souvent de l'oublier. M. Kuibi dirige une commission où sont représentés les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. La société civile est fortement représentée. M. Kuibi ne dit pas seul. Et chaque fois qu'il dit, il associe l'ensemble des partis prenants qui discutent. Il faut faire confiance à ces cadres qui sont dans cette commission. Eux, les vidéos disent qu'ils ne sont pas crédibles parce que ce n'est pas sûr que si nous-mêmes on les remplace, on ne soit plus à même de faire mieux qu'eux. Très bien, professeur Banga. Moi déjà, je suis d'accord avec Guillaume. Il n'y a pas un calendrier qui est plus connu que le calendrier électoral ivoirien. Il faut lire la Constitution, il faut lire les lois. Bon, par exemple, l'élection c'est le 25 octobre. On sait que la Cour constitutionnelle a l'obligation de donner la liste des candidats 45 jours avant. Donc tout le monde sait que le 10 septembre, au plus tard, on va savoir qui est candidat et qui ne l'est pas. Donc tu n'as pas besoin d'attendre le 10 septembre. Il faut juste connaître les lois de ton pays. Le calendrier électoral ivoirien, il se trouve dans la Constitution et dans le Code électoral. C'est là qu'on trouve le calendrier électoral. Et j'ai même expliqué la question de 2021. J'ai dit, vous savez, le président national il a dit plusieurs fois, on est guidé par la loi, mais par vos arrangements politiques. C'est-à-dire, si les politiques décident quelque chose, trouvent un accord, on regarde, est-ce qu'on a besoin de modifier la loi ou pas pour l'appliquer. Si on a besoin de modifier la loi pour l'appliquer, on la modifie. Pour que cet accord-là rentre dans la loi. En 2021, je l'ai bien expliqué, la session parlementaire commençait en avril. Donc, on pouvait trouver un arrangement politique qui allait s'inscrire dans la loi. Et donc, on a trouvé un arrangement politique qui a permis à la CEI, mais cet arrangement politique est même demandé par les partis de l'opposition le 11 novembre à la discussion au Golfe entre le président Rico Mbessié et le président Alassane Ouattara. C'est là qu'on décide pour que les autres reviennent dans le jeu électoral d'avoir ça. C'est les accords politiques de l'époque. Donc, on reste dans la loi qui dit qu'il faut commencer avant la nouvelle session qui débute en avril. Maintenant, la session commence en janvier. Donc, on ne peut pas organiser d'élections, on est obligé de rester dans cela. Je n'ai pas envie de vous couper, professeur, mais si vous parlez d'arrangement politique, ça veut dire que là aussi, on peut trouver un arrangement politique pour ne pas que les Ivoiriens aient des problèmes. Mais c'est ce que nous nous invertions à dire. Non, je ne vais pas là. C'est-à-dire quand là, je m'excuse, hein, vous avez trouvé un moment qu'il fallait des arrangements. Il y a eu des arrangements politiques, pas qu'il fallait, il y a eu des arrangements politiques, ce qui est juste. Et à un moment,
On peut aussi trouver des arrangements politiques pour que tout soit parfait et qu'on ait parfait. Parfait. Il n'y a pas de problème, c'est quoi vous créer. Sinon, il n'y a pas de problème en 2020, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de crise, il n'y a rien. Donc pourquoi vous voulez créer un problème? Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème, on se réfère à la loi. S'il y a un problème, comme partout, s'il y a un problème, on est quand même des hommes. On a la capacité d'apprécier la réalité du moment. Et en ce moment-là, on modifie, on mobilise ce qui va nous permettre d'apprécier. Mais il n'y a pas de problème. Sauf des gens qui veulent en créer. Sinon, en décembre, le 27 décembre, moi, le premier à organiser des élections le 27 décembre, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Maintenant, quand on parle de la RLE, on veut opposer la RLE d'ailleurs, tout juriste le sait, la prééminence de la Constitution sur tous les autres. Mais c'est pas bien grave, on peut revenir à la réalité, c'est la réalité que je dis. La RLE, on en a parlé depuis 2024, depuis même juin 2024, le président a annoncé qu'il n'y aura pas de RLE en 2025. Et il a même dit pour ça, on va modifier, on va permettre aux mineurs qui seront majeurs en 2025 de s'inscrire. Le même parti politique qui aujourd'hui, on envoie la vidéo du président du PDCI par exemple, qui se réjouissait dans un centre d'avoir croisé une gamine de 17 ans. En ce moment, elle était contente, hein, parce que la gamine de 17 ans, normalement, ne doit pas s'inscrire, mais on a pris une mesure qui lui permet de s'inscrire pour qu'elle n'ait plus besoin de le refaire en 2018. Ils étaient tous contents. Mais aujourd'hui, ils font comme si ça n'a jamais existé. On a trouvé des mécanismes pour le faire. Et je vais terminer, on a appliqué la loi, il n'y a rien de personnel. Les gens veulent forcément créer du personnel. J'ai entendu mon dire dérouté à l'heure dit qu'on guette les leaders politiques. Non, en réalité, tous les leaders politiques qui sont en Côte d'Ivoire savent déjà leur sort par rapport à la loi. J'ai été spécifique sur la question de Brédoumi pour dire que M. Thiam, par exemple, il sait très bien que la loi, moi aussi, je ne savais pas que je les informe, puisque apparemment, ils ne connaissent pas les lois. Non, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Mais c'est eux qui en ont parlé. Non, s'il vous plaît. Non, ça fait un moment que vous avez la parole. Je termine. Il m'a interrompu. Je précise qu'il n'y a pas de... S'il vous plaît, monsieur Guillaume, s'il vous plaît, on a bien commencé dans la discipline, on va poursuivre. On fait cette émission aussi pour permettre aux Ivoiriens de comprendre les choses clairement. Tu conviens avec moi. On vous a laissé votre temps de parole, vous avez... Tu conviens avec moi qu'un Ivoirien qui entend sur une chaîne internationale qu'on a organisé, on a choisi cette date-là pour éliminer les leaders politiques, il est important pour nous de venir expliquer la loi qui répond à ça. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le faire. Professeur Manga, vous l'avez fait. Donc quand je le fais, pourquoi on me dit que voilà, donc vous m'avez interpellé, j'ai écouté. Vous l'avez fait dans la première partie, il n'y a pas de problème, on l'a bien compris, on ne vous a pas interrompu. Docteur Derossini. Moi, je vais revenir. La date ne m'enquiquine pas, ben voilà. Elle est constitutionnelle. La problématique demeure. On dit les gens se sont entendus en 2024, mais dans le code électoral, ça y est, M. Guillaume Bateau le disait tout à l'heure, quand on doit changer, il faut adapter. Le sentiment d'injustice est à la base de tout ce qui contribue à éroder la cohésion sociale. Vous savez, avant, les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est cela. Voilà. Ça faisait partie d'une des revendications du Front républicain. Front républicain en 1995. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont boycotté les élections. Donc en 2000, c'est pour dire que les élections ont un rôle très déterminant. Donc quand la structure qui la dirige, bon, on n'a pas à lui faire confiance. Mais il nous doit des comptes, il est payé avec notre argent, M. Guillaume Bateau. Il est payé avec notre argent. Et il n'est pas coupable, mais il est responsable. Même s'il est avec plusieurs partis politiques, la responsabilité, ce n'est pas la culpabilité. Hein. Responsable, je crois que ça veut dire latin, respondere, qui veut dire répondre des actes. C'est M. Québec qui répond des actes. Mais quand quelqu'un qui doit répondre des actes nous dit quelque chose en avril et vient dire le contraire, mais nous, on a l'impression, c'est pas une impression, dans les faits, il applique la loi selon ses intérêts. Le problème, ce n'est pas la date. Respecter la Constitution, je ne pense même pas que ça gêne certains Ivoiriens. D'ailleurs, c'est ce qui est normal. Mais quand on veut appliquer la loi, le professeur Noboul a dit tout à l'heure, moi j'allais en revenir. Monsieur Cuibert, son mandat prend fin septembre. S'il vous plaît. Logiquement. Pardonnez? Non, continuez. Son mandat prend fin 30 septembre. Le 30 septembre. Mais je pense qu'il y a une modification qui a eu en 2022, je crois bien, qui lui permet de continuer. Il a rappelé. En 2023. Voilà, il a rappelé, mais c'est la loi. Professeur Manga, s'il vous plaît. Il a rappelé, et ça c'est bien beau, c'est la loi. Qu'il rappelle aussi que la révision se fait annuellement, qu'il applique. Parce que quand on ne fait pas une révision, qu'est-ce qui a empêché de faire une révision cette année? Rien. Et quand vous avez un processus, on nous dit les partis politiques, en 2024, on dit, mais ces mêmes partis politiques en 2025 disent de faire la loi. Si on veut avoir une élection sans bruit, mais qu'est-ce que ça nous coûte de prendre des mesures pour ne pas que demain,
Parce que quand il y a un contentieux sur l'appareil qui est intéressant, il faut faire. La RLE a été souhaitée. Je pense que les partis politiques l'ont souhaité. Et tout ce qui contribue au toilettage de la liste électorale n'est pas malvenu. Donc, je veux rappeler le problème, ce n'est pas l'application de la loi. Que les élections aient lieu le 27, ça ne gêne pas. Voilà, ce n'est pas ça le problème. Mais il ne faudrait pas qu'on cherche à appliquer la loi quand ça nous arrange et vouloir trouver des artifices ou des narratifs juridiques. C'est ce que je veux dire en fait. Sinon, moi, que les élections aient lieu le 27 ou pas. Bon, moi, je ne suis pas candidat comme le bateau. Donc, moi, je suis qualification en tant que tel. Guillaume n'allait pas faire de campagne sur ce plateau. D'accord, très bien. Docteur Kamena. Oui, M. Diansouba, tout ce débat met en évidence un seul fait, la crédibilité même du processus électoral. Parce que la qualité des résultats et des résultats qui seront proclamés dépend de tout le processus. Et quand vous remarquez bien, il y a une réalité qui s'est imposée en Côte d'Ivoire et qui empêche l'alternance. Et tout part de ce processus-là. Il y a la loi qui est dite et il y a l'interprétation qu'on se fait de la loi en fonction de soit la position politique qu'on a ou bien des idéologies qu'on a. Ou les intérêts du moment. Des différentes logiques qui fragilisent le tissu social. Et c'est ce que nous questionnons. Regardez même la commission électorale. Elle est dit commission électorale indépendante. Mais dans cette commission-là se trouvent des partis politiques. Cela signifie quoi? Les partis politiques ne vont pas venir être indépendants de leur idéologie. Ils feront tout de sorte à ce que la position de leur candidat ou moins de leur idéologie soit validée. Et quand vous remarquez cela, qu'est-ce que ça crée au finish? Par rapport même à l'élection présidentielle. Ça empêche et ça crée des tensions. Ça empêche la succession d'un candidat à un autre dans les normes de la démocratie. Puisque le principe, c'est que quand il y a l'alternance, vous puissiez donner, vous puissiez participer, donner le flambeau à celui qui vient. Mais lorsque vous êtes à la commission électorale, je vais juste terminer avec une image très simple de 2010 qui me revient en esprit. 2010, on a la commission électorale qui avait, dans sa forme, été acquise à un parti politique et il y a le Conseil constitutionnel qui était dans sa forme aussi, qui était acquise aussi à un autre parti politique. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une commission électorale qui a proclamé les résultats d'un camp et un autre conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats d'un camp. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné deux candidats différents. Donc c'est à ça qu'on arrive quand le processus électoral n'est pas accepté, quand les éléments ne sont pas acceptés. Ça crée des tensions et quelqu'un le disait, l'élection devient une situation confligène en Côte d'Ivoire. André? Ali, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Nous sommes dans une situation où nous sommes en droit de nous inquiéter lorsqu'on met en concurrence des arrangements politiques guidés par des intérêts du moment avec la loi qui est l'expression de la volonté du peuple. Des arrangements entre organisations privées d'individus qui doivent commander au destin d'un pays sous le prétexte qu'il faut que les Ivoiriens soient tranquilles, il n'arrive rien. Comme si le peuple de Côte d'Ivoire était pris en otage par des organisations privées. C'est grave. C'est grave. Et il faut sortir de là. Parce qu'on aurait l'impression d'être un État en perpétuelle crise. Qui nécessiterait bien sûr pour sa survie que l'on ne carte la loi et que l'on permette à des organisations privées. Non, il ne faut jamais oublier ça. Un parti politique n'est qu'une organisation privée, rien d'autre. Elle n'a pas plus de privilèges qu'une autre organisation. Où voulez-vous en venir là? Je dis tout simplement que si on est dans ce débat, c'est parce qu'on a donné prééminence à ces organisations privées-là qui nous prennent en otage. Si vous faites le rapport entre leur nombre et le nombre de personnes qui constituent la population ivoirienne, ils ne font pas 1%. Comment est-on arrivé à une telle situation? Comment est-on arrivé à la situation où la République est subordonnée à des arrangements? Est-ce que vous entendez le terme arrangement? Ça veut dire qu'on met de côté la norme. On met de côté le plus souvent ce qui est évident. Non, ce que certains... Landry, je vais vous laisser poursuivre. Hein. Ce que certains disent, c'est que finalement, la norme, les arrangements sont devenus la norme par le passé. Mais pourquoi je dis au final,
au final. Tout ce que vous dites, on doit sortir des arrangements pour suivre les la loi. démocraties sur lesquelles nous inspirons. Est-ce que la tenue des élections, on s'assoit réunis, la partie pour pouvoir, il faut discuter sur comment est-ce que ça doit se faire ou pas. Arrivé un moment, il faut un point de rupture. Et ce point de rupture, là, comme disait Guillaume Bateau, c'est de s'assurer d'avoir des lois qui sont concordantes à la réalité du terrain. Donc, notre article 6, et j'étais sur le plateau, je l'ai dit, il faut l'améliorer. 2, il faut veiller à ce que la loi soit appliquée comme elle doit être appliquée, nonobstant ou en dépit des griefs ou des interprétations des uns et des autres. Il faut un point de rupture à un moment donné. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain. Mais il faut rompre avec le diktat des partis politiques parce qu'aucun État n'est viable s'il doit pouvoir être guidé par des arrangements politiques qui doivent subordonner la République. Très bien. Alors, messieurs, j'ai envie de vous poser une autre question. Cette sortie du président de la CEI intervient dans un contexte où, semble-t-il, il y a un peu de tension dans l'air. Certains partis d'opposition continuent de réclamer un dialogue pour trouver un consensus avant d'aller à la présidentielle du 25 octobre prochain. Il y a eu des meetings, il y a eu des marches, justement, de l'opposition. Le parti au pouvoir, pour l'instant, discute avec une coalition dans le cadre des organisations privées entre le RHDP et la CAPSI. Est-ce que dans ce contexte-là, les élections législatives annoncées telles qu'elles sont ne pourraient pas être, j'ai envie de dire, victimes du processus qui semble être un peu crispé en ce moment? Guillaume Bateau. Non, je pense plutôt le contraire. Je pense qu'en annonçant maintenant que les élections législatives, en tout cas la proposition de la commission électorale indépendante d'organiser les élections législatives en 2027, va mobiliser de nouvelles énergies qui auraient pu être... Vous avez dit en 2027? Le 27 décembre 2025, voilà. Désolé. 2025, 27 décembre, en annonçant donc cette date-là, je crois plutôt que le président Cubier et la commission vont contribuer à faire baisser la tension. Parce que tous ceux qui auraient pu être mobilisés pour aller marcher, ceux qui ont envie de se faire élire député, vont commencer à faire notre chronogramme, à faire d'autres programmes. Donc, c'est des bras en moins pour la bagarre. En tout cas, c'est ce que je crois. Je pense plutôt qu'en annonçant, on va avoir d'autres citoyens qui vont s'intéresser à cette élection-là, qui vont commencer à se préparer et qui ne sont pas donc une main-d'œuvre facile pour ceux qui veulent créer des tensions. Maintenant, pour arriver aux tensions, je crois que les gens, ceux qui veulent créer des tensions, veulent le faire juste pour espérer exister. Et je te fais donc remarquer à un docteur qui dit qu'il ne faut pas que les gens disent une chose aujourd'hui et une chose demain. Alors que lui-même le reconnaît. Et le président de la commission l'a dit, a montré les signatures des partis politiques, justement. Les mêmes partis politiques qui réclament aujourd'hui une RLE s'étaient engagés justement en 2023-2024 à accepter qu'il n'y ait pas de RLE. Donc il faut aussi, si on reproche au président de la commission, à tort de mon point de vue, de changer d'avis, il faut aussi avoir le courage de reprocher à ces partis politiques-là qui prennent des engagements la nuit et que le matin viennent dire autre chose. Donc, pour répondre à votre question, je pense que le président de la commission électorale a bien fait d'annoncer ces élections législatives. Ça va permettre d'assécher les rivières de ceux qui veulent alimenter la confusion. Parce que ces dates-là, je le rappelle encore, elles sont prévues de longue date. Il n'y a pas de tension. Il y a quelques-uns qui savent qu'ils sont perdants pour ce processus électoral, qui ne peuvent pas gagner une élection, ils ne veulent pas y aller parce qu'ils savent qu'ils sont perdants d'avance. Donc, ils cherchent des boucs émissaires en trouvant des... Comment voulez-vous? Nous sommes à 2 mois, à moins de 3 mois de la présidentielle. Mais quelle discussion, quel dialogue vous allez faire pour avoir quels résultats, pour intégrer dans le corpus législatif? Parce que, à supposer qu'on ait un accord entre les partis politiques qui disent, par exemple, qu'il faut changer le code électoral, il faut changer la commission. On le fait dans quel temps pour aller aux élections? Alors que l'élection présidentielle est, comme on l'a dit, constitutionnelle et on ne peut pas y déroger. Donc, tout le monde est conscient. Depuis le début, depuis février, mars, avril, on disait ici tous que tous ces débats, ce dialogue n'est plus nécessaire, que chacun se prépare à aller à l'élection et puis le peuple va trancher. Très bien. Professeur Noubou? Je vois que les coalitions, les organisations des différents groupes rencontrent le parti au pouvoir. Mais dans un pays, quand on va à des élections, il y a la CEI qui, nous sommes en train de parler de la CEI, on a dit ce qu'on avait à dire. Mais lorsqu'on va rencontrer
le parti au pouvoir. Si c'est pour avoir une forme d'apaisement et parler aux différents militants des différents bords pour un arrangement qui permette que les élections puissent se passer de façon paisible, ok. Mais nous allons rencontrer les organisations privées, comme le disait Landry tout à l'heure, c'est-à-dire que quelle est la place du gouvernement, quelle est la place de l'État vis-à-vis de ces organisations qui sont en train de discuter entre elles pour pouvoir... C'est-à-dire, nous nous retrouvons en face d'une coalition qui tourne autour de cette forme de ce que j'appelais le triangle des Bermudes politiques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, depuis quelques années, depuis 1960, on avait le PDCI, le FPI qui est venu au pouvoir et aujourd'hui le RDR. Et c'est à l'intérieur de ce triangle des Bermudes-là que les Ivoiriens souffrent qu'ils meurent. Vous comprenez? Et on n'arrive jamais, comme dans le triangle des Bermudes dans l'océan, à dire pourquoi on a coupé la tête de telle personne, pourquoi on a fait ceci. Et c'est les mêmes structures qui sont encore en discussion pendant qu'on a un État, pendant qu'on a un gouvernement, pendant qu'on a des institutions, mais ces institutions ne jouent pas leur rôle et lèguent leur rôle à ces partis, à ces organisations pour discuter. Mais pourquoi? Parce qu'on vit une crise. Il n'y a pas de crise. Et puis il faut que cette crise prenne fin. Quand on a un pouvoir, quand on a un État, l'État se saisit de ce qu'il y a à faire. Et je peux ne pas être d'accord avec la posture et avec ce que le président de la CEI a dit ou a fait, sauf qu'il est en train de travailler et il accomplit sa mission. Mais il ne laisse pas sa mission d'organisation d'élections aux mains des coalitions et du parti au pouvoir. Mais que cherche-t-on? Que veut-on prouver? Où allons-nous? Mais je pense qu'il faut qu'à un moment donné, l'État accepte d'être État et de pouvoir agir. Et c'est ce que je voulais dire, sinon nous resterons dans cette forme de cet élément que j'ai appelé le triangle des Bermudes de la politique ivoirienne. Très bien. Bonsoir, mon gars. Non, il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune crise. La Côte d'Ivoire fonctionne très bien. Il n'y a pas de crise. Il y a certains qui souhaitent des crises. Pour l'autre, mais il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Donc on dit qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire, c'est faux. Il n'y a aucune crise en Côte d'Ivoire. Quelle est la crise en Côte d'Ivoire? Le pays fonctionne à merveille, il fonctionne bien. Comme tous les pays du monde, il y a des soucis, mais il n'y a pas de crise. D'ailleurs, quand on parle de tension, c'est du chantage des tensions. On est vraiment dans du chantage des tensions ou de la fabrique des tensions. Et même qu'il y a des tensions, où on parle d'interprétation de la loi, mais chacun a le droit d'interpréter la loi dans un pays. Mais il y a ceux dont l'interprétation donne la légalité, les juges, etc. Et même dans l'application de la loi. Mais nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des robots. Même, je passe sous le couvert de Landry qui est juge, même quand le juriste, pardon, le magistrat va se fâcher. Le magistrat va le mettre aux arrêts. Ça a été rectifié. Même quand on finit, il y a un juge d'application de la peine. C'est-à-dire quand on prend une loi, on dit à la CEI, fais ceci. Mais elle va voir maintenant la réalité de l'application. Si elle ne peut pas, elle dit je ne peux pas, elle en tire les conséquences. Celui qui n'est pas d'accord peut encore saisir la justice, qui si c'est nécessaire a ordonné de le faire. Mais la CEI a le pouvoir quand même, d'après l'article 11 du code électoral, de proposer, d'anticiper, de regarder, donc c'est dans la loi. Un peu ce que je voulais dire sur le dialogue. Non, nous sommes un pays de dialogue. Il y a toujours eu des dialogues. Et les dialogues politiques, on a l'acte 5, je crois, si on s'en trompe. Mais si après un dialogue, on peut faire un dialogue sans trouver la solution, c'est là qu'intervient la loi. Si on doit dialoguer pour modifier quelque chose, si on a trouvé le consensus sur modifier la chose, ok. Mais si on n'a pas trouvé le consensus, on applique la loi. Et c'est elle seule, comme l'a dit Landry, qui est l'émanation du peuple. Donc on ne peut pas avoir de problème avec l'application de la loi. Dire qu'on applique la loi, on veut éviter des choses. Non. La loi, on l'applique. Si on a trouvé d'autres façons, d'autres mécanismes, et d'ailleurs ces mécanismes-là, qu'on les trouve, il faut les rendre légaux, c'est ça. Donc il faut encore aller vers la loi pour qu'on puisse la modifier. C'est pour ça que la loi, justement, n'est pas immuable. Parce qu'elle est modifiable en fonction de la réalité, de la vérité du moment. Je vais terminer pour dire, on n'est pas obligé d'être d'accord en démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'unanimité. La démocratie, elle a le malheur d'être la majorité. Même quand cette majorité n'a pas raison. C'est ce malheur-là. Donc, si on a fini de discuter, qu'on a tranché, que la majorité a tranché, la minorité doit accepter la démocratie. Et accepter la démocratie, c'est accepter ce qui est fait. Venez nous dire qu'on doit répondre, passer à l'intention. Non, il faut arrêter le chantage et l'otage des tensions. Très bien, docteur. Je vais juste réagir sur la question de la crise. Vous savez ce que c'est que la paix sociale? Quand on parle de paix, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, mais c'est un système de relations. D'abord, c'est un produit social, mais c'est un système de relations marqué par la prééminence des consensus
de la collaboration, de la reconnaissance des droits et des habilitations de chaque citoyen. Et quand ce système-là il est activé, ça produit ce qu'on appelle paix. Mais quand ce n'est pas activé, où il y a les droits qui sont bafoués, où il y a les opinions qui sont écartées, ça produit ce qu'on appelle crise, ça produit ce qu'on appelle tension. Quand on parle de la tension, quand on parle de la tension, il y a la forme latente et puis il y a la forme manifeste. Il y a la forme latente et puis il y a la forme manifeste. Quand on parle de la crise, quand elle est manifestée, c'est là que vous voyez les gens sortir, faire tout. Mais quand elle est latente, il y a des éléments. Il y a des éléments. Donc, on ne va pas faire un truc. Mais laissez-le finir. Voilà, on ne va pas faire un coup dessus. Mais je voulais juste souligner que vous avez parlé du fait que les lois sont l'émanation du peuple. Mais qui nous avons mandaté pour élire les lois? Ce sont nos partis politiques en griffe, en Côte d'Ivoire. À travers les députés, vous voulez dire? députés. Non, mais tous les députés ne sont pas... Oui, tous les députés sont en politique. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Je prends la forme actuelle, la configuration. Lorsqu'on prend la configuration actuelle de la Côte d'Ivoire, on remarque que la majeure partie sont rattachés à des partis politiques. Donc, ce sont eux que nous avons mandatés pour parler en notre nom. Ceux-là ont des orientations politiques, ils ont des orientations idéologiques, et c'est ce qu'ils donnent par rapport à leur position, qu'ils orientent la politique ivoirienne. Donc si nous nous trouvons dans une situation de domination où vous éjectez vos conceptions, vous élaborez vos normes, ceux qui se sentent en deçà, moi, ce que j'appelle crise, c'est la remise en cause chaque fois de ce processus que nous avons participé à mettre en évidence. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour terminer. Sur ce plateau, j'ai entendu dire que dans la question de Paul et André, voilà, en 2010, que après avoir fait élire, après avoir annoncé le résultat comme en faisant du président Laurent Gbagbo le président, il disait qu'il avait été possédé. Et puis après, ils l'ont délivré. Si je suis même à mémoire bonne. C'est moi qui l'ai dit. Comment? C'est moi qui l'ai dit. Voilà, il avait été délivré. Mais je vous dis que, partons du principe que tout discours est d'abord socialement construit par rapport aux enjeux, est historiquement situé, politiquement marqué. Si demain, il y a un autre régime qui arrive et qui remet en cause les décisions du Conseil constitutionnel, dans quel état la Côte d'Ivoire sera? Non, mais laissez-le finir son développement, s'il vous plaît. Parce que nous allons aller de crise en crise parce que... Non, mais puisque ce sont les hommes qui font la loi, ce sont les hommes qui modifient par rapport aux intérêts du jeu. C'est pourquoi nous disons que quand la configuration est là, il faut travailler de sorte à ce que ce qui fait que le processus est légitime, il faut prendre en compte cela dans le cadre de l'élection de nos différents mandats. D'accord, s'il vous plaît, monsieur. Guillaume Bateau. Oui, bon, docteur Kabila, j'ai eu un peu de mal à le suivre. Je crois que le débat démocratique et le système démocratique que nous avons choisi, nous discutons et nous transmettons nos discussions à nos institutions. Donc, mais il est clair que le jeu électoral permet donc de dégager la majorité qui gouverne sur le temps. En Côte d'Ivoire, c'est 5 ans pour le président de la République. C'est aussi 5 ans pour les députés, c'est 5 ans pour les conseils municipaux et régionaux. Donc que ce soit au niveau local ou au niveau national, quand nous allons à des élections et qu'une majorité se dégage, c'est cette majorité qui applique sa politique jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle majorité. Mais on ne va pas dire, parce qu'il y a une minorité, donc une opposition, ce sont ces désidérata qui doivent s'imposer à la majorité. Après, on n'est plus dans le système démocratique. Il faut que nos opposants, qui par ailleurs, eux tous ont été au pouvoir à un moment, et dont on a vu la pratique du pouvoir, parce que aussi moi, je suis, parfois, je ris quand j'écoute le PDCI, quand j'écoute le président Gbagbo, dire ce genre de choses. Heureusement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'amusent à rappeler, faire revenir des vidéos de plus de position. Il ne faut pas qu'on soit catégorique, qu'on fasse croire qu'aujourd'hui, ce qui se fait est sorti de masse et que c'est totalement à l'opposé de ce qui s'est fait ici jusqu'à présent. On peut avoir des désaccords, mais quand on a des désaccords, c'est pour ça qu'il y a une élection. Pour que chacun aille porter ses idées devant le peuple et que le peuple choisisse. Or, malheureusement, en Côte d'Ivoire, au moment où on doit avoir des débats d'idées, les gens nous amènent dans les débats de personnes. C'est ça qui est le problème.
La loi dit que si vous avez été condamné, vous n'êtes pas éligible. Certains savent qu'ils ne sont pas éligibles depuis 2020. Ils veulent forcer le verrou de la loi. La loi dit qu'il ne faut pas avoir une autre nationalité. Vous ne recevez pas la vôtre et vous voulez forcer le verrou de la loi. C'est vous qui créez des tensions. Donc oui, même si vous estimez qu'il y a des tensions latentes, il y a une crise latente, mais il faut que chacun d'entre nous s'engage à respecter les règles de la démocratie pour éviter les crises. Parce que si c'est le désirata de la minorité qui doit s'imposer à la majorité, on n'est plus en démocratie. Allons aux élections. Allons à l'élection présidentielle, allons à l'élection législative, choisissons nos élus, nos institutions qui vont traduire, en tout cas pour la période où elles sont là, où ils sont là, leur projet politique en loi et on va les appliquer. Mais on ne peut pas être dans l'opposition et vouloir appliquer ses propres états, les transformer en loi. Là, on est maintenant dans la jungle. D'accord, monsieur, un deuxième sujet nous attend ce soir. Salut, voilà comment ça se fait, c'est comme ça sort. Moi, je crois que Atu Banga, moi je parle directement sur Atu Banga, parce que bon, c'est lui le plus fougueux, c'est lui qui est mal éduqué, c'est lui qui est bon, il se croit tout permis, il fait de n'importe quoi sur le plateau. Et peut-être que M. Ali commence à comprendre que grâce à lui, pas grâce à lui dans le sens positif, mais grâce à lui, il commence à perdre c'est pas du suivi, je peux dire, du suivi. Vous voyez, c'est quand même déplorable de voir un professeur, soi-disant professeur, qui vient sur le plateau. Non seulement il dénigre ses co-débatteurs, mais il manque profondément du respect et il a du mépris pour ses co-débatteurs. On a même rappelé à l'ordre plusieurs fois sur ce plateau. On le rappelle à chaque carré. Vous avez vu. Mais où je veux en venir, à part son éducation, à part sa manière de parler, à part son mode de voir les choses, qui est complètement erroné. Parce que si tu vas voir, M. Atu Banga dit il n'y a pas de crise. Oui, mais la population est crispée. La population est, je peux dire ainsi, est sur les gardes. Parce qu'aujourd'hui, rien ne va. Quand on parle de du verrouillage du pouvoir, le pouvoir a tout verrouillé. Et vous pensez que l'opposition est quand même d'accord à tous ces verrouillages-là? Et tu dis qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas Il y a une crise politique qui est là, qui ne dit pas son nom. Les gens sont sur les gardes. Il y a les emprisonnements par-ci, il y a des emprisonnements par-là. Et ces emprisonnements-là n'ont pas un but précis, n'ont pas d'accusation valable, n'ont pas je peux dire, ne peuvent même pas démontrer un alibi pour ceux qui ont été appréhendés. Bon, vous voyez, tout ça, ça amène toujours la crispation dans la Côte d'Ivoire. Et vous appelez ça paix, la Côte d'Ivoire va bien. Mais tu es sûr de toi? Pas plus tard, M. Lida Kwasi a été emprisonné, mais on ne sait pas pourquoi. Il a été emprisonné, on ne lui a pas dit ses droits, son avocat n'a pas pu intervenir, ses parents n'ont pas pu le voir, et il n'était pas le seul. Il y a eu 2 autres encore. On les a déférés. On défère quelqu'un quand il est inculpé. Le monsieur n'a pas été inculpé. Si vous dites qu'il est inculpé, quel avocat il a eu? Il y a l'avocat de son parti, il n'a pas été saisi. Comment vous appelez ça, M. Atu Banga? Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Si ce n'est pas une dictature. Et dans la dictature, quelle paix il y a? Quelle paix il y a? C'est pourquoi ton co-débatteur, tu as fait une leçon de paix. Il t'a vraiment précisé que veut dire la paix. Je ne vais pas venir reciter encore les mêmes choses pour allonger la vidéo. C'est pourquoi je vais plus rapidement, parce qu'on a quasi 1 heure. Et ça, c'est pas juste. Vous voyez, on peut pas continuer dans ça.
Vous êtes en train je peux appeler, vous êtes en train de tout bafouiller. Vous êtes en train de tout bafouiller. Si on regarde bien dans le rétroviseur, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez crié. Oh, vous avez crié oh. Le pouvoir en place appliquait les lois qui vous concernaient. Vous avez crié. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous faites les mêmes choses. Et moi, je me demande, mais quand est-ce que vous allez vous arrêter? Quand est-ce que cela va s'arrêter? Parce que si vous venez au pouvoir, vous faites les mêmes choses que le pouvoir passé, vous allez faire ça. Le pouvoir qui va arriver va faire la même chose. Donc, c'est une continuité. Il faudrait qu'on sorte dans ça. On faudrait qu'on sorte de là. Et il y a monsieur Guillaume Bateau. Moi, je me pose la question, parce qu'il réfléchit un peu. Quand il dit un président d'une institution peut dire et se dédier. Mais non, ça ne se fait pas. Tu es un homme de confiance et tu es un homme fiable. Si du moment où tu dis et tu te dédies, ça veut dire quelque part tu n'es plus fiable. Tu n'es plus fiable. Mais moi, je ne sais pas, hein, quand vous faites la politique du ventre, là, vous ne pensez pas à vos arrière-enfants. Quand vous êtes là en train de défendre le pouvoir en place, est-ce que vous avez pensé à un instant que si ce pouvoir-là reste là encore pour 5 ans, vos arrière-enfants, moi je parle des arrière-enfants parce que vos enfants actuellement sont en train de vivre la situation d'aujourd'hui. Ils sont en train de vivre ce que vous avez sémé, ce que vous êtes en train de s'aimer, en train de vivre ça. Que vous allez comprendre même plus tard. Mais vos arrière-enfants, quand ils vont arriver, ils vont récolter ce que vous avez semé. Et ça là, ça va pas manquer. Rappelez-vous, ça va pas rater. Si ce monsieur-là reste là encore pour 5 ans, vous allez pleurer parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus pour les Ivoiriens. Et ça choque parce que un Ivoirien lambda ne peut même pas s'acheter un terrain pour dire qu'il va construire sa maison, il va faire une activité, il va faire quoi que ce soit. C'est pas possible. À l'heure actuelle, moi je dis, à l'heure actuelle. Pendant ce temps, il y a des étrangers, des Marocains, des Libanais, des Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire, qui achètent les terrains, et même des Maliens, qui achètent les terrains à longueur de journée. Je dis bien à longueur de journée. Mais un Ivoirien ne peut pas le faire. C'est-à-dire, dans 5 ans, on n'aura plus le pays. Les gens vont nous chasser de notre propre pays. Mais vous vous en rendez compte? Le monsieur qui parle là-bas, comment il s'appelle là, non? Monsieur Cuyo, Augustin Cuyo, ou bien c'est quoi Cuyo? Il parle, on dirait qu'il ne réfléchit pas. Il parle, on dirait qu'il a la détention de la vérité. Comment le dire, des paroles plus simples, que c'est lui qui détient la vérité, c'est lui, ce qu'il dit là, c'est une vérité absolue, c'est une vérité sans tache. Ressaisissez-vous, parce que la vie n'est pas aussi rose que ça, parce que c'est pas comme ça, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la politique. C'est pas comme ça on lutte pour un parti. Parce que le parti que vous êtes en train de défendre aujourd'hui, là, demain, il ne sera plus là. Parce qu'aujourd'hui, si Alassane n'est plus là, on ne voit pas qui va prendre les rênes de ce parti-là. Et ce parti va disparaître. M. Alassane n'est pas éternel. Rappelez-vous ça. Il n'est pas éternel. Il a appelé à partir. Il a appelé à mourir. Il a appelé à quitter le pouvoir. Parce que
Le peuple est souverain. Peut-être même que vous allez voir. Quand le peuple va se soulever, vous allez tous partir. Parce que regardez la mobilisation du PPACI. Et de surcroît, le PPACI est en front commun avec le PDCI, qui est aussi un parti vraiment reconnu sur tout le territoire ivoirien, mais pour dire que ces deux partis-là forment une force potentielle qui ne peut même, comment on appelle ça, que le RDR ne peut égaler. Que le RDR ne peut pas rivaliser. Ça, rappelez-vous, le RDR ne peut pas rivaliser ces deux partis. Non, ces deux partis ensemble, le RDR ne peut pas rivaliser. Et regardez très bien, vous avez vu la première sortie, vous avez vu comment ils ont débordé. La deuxième sortie, vous avez vu comment ils ont été. Et ils ont écouté. Le président même dialoguait avec son peuple. Est-ce qu'on a vu ça quelque part ici? Où il parle à son peuple, il parle comme s'il parlait à ses enfants, ses propres enfants. Il dialogue. Eux, ils disent, oui, on a compris. Oui, ouais. Ils parlent comme ça. Et c'est ça qu'on appelle un homme politique. Un homme, c'est un être humain, je veux dire. C'est un être humain. Parce qu'il prend à cœur tout. Il prend à cœur le déroulement de tout ce qui concerne son parti politique et ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il est toujours aux petits soins de ces deux instruments, je peux dire ces deux côtés-là. C'est exagéré. Moi, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon, dans vos commentaires, partagez. Et dans vos commentaires, on peut discuter, quoi. On peut discuter. Sinon, on va tout le temps venir ici, je peux dire, repasser en revue tout ce qui a été déjà dit dans le passé et tout et tout. Donc, à la fin, ça commence à me gêner un peu, quoi. Mais je le refais parce que, quelque part, il y a ceux qui n'ont pas encore compris, peut être entraîné, peut être trimballé dans ces mensonges-là. Voilà pourquoi on refait. Quand bien même vous sortez, nous on essaie de redire, de vous contredire, parce que ce que vous dites là n'est pas la vérité, c'est pas ce qui reflète la Côte d'Ivoire. Ça ne reflète même pas la Côte d'Ivoire. Comme je le dis toujours, à bon entendeur,